Bonjour pour cette cinquième édition du cours de la chaire Innovation technologique Liane Bettencourt, qui est consacrée donc à la robotique. Aujourd'hui, le cours va porter sur le mouvement. Je l'ai intitulé la séance mouvement, calcul et déterminisme. Donc je vais vous présenter le problème qui est un des problèmes endémiques de la robotique, qui est la planification de mouvements. Et je vais vous en présenter les approches déterministes. Et Jean-Claude Latombe, donc professeur à l'université de Stanford, vous parlera dans le séminaire qui suivra tout de suite après des approches probabilistes. Un petit mot de rappel pour vous signaler que le colloque de clôture de la chaire s'annonce bien, puisque tous les invités ont répondu présents les 12 et 13 juin donc, de cette année. Sur l'intitulé, c'est Robotics, Science and Technology. Donc le colloque sera en français. Il y aura peut-être une traduction simultanée, mais pour l'instant, je peux pas le garantir. Hein. Mais en tous les cas, les orateurs sont tous non francophones, donc feront leur exposé en anglais. Vous avez 3 Américains, 3 Européens, 3 Japonais qui sont parmi des figures internationalement reconnues de la robotique. Hein. Je vous invite vivement à réserver ces dates si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les actuels développements autour de cette discipline. Bien, alors aujourd'hui, donc, on va parler de planification de mouvement. Et je vais commencer par introduire un certain nombre de concepts autour des approches déterministes. Alors, pour ceux qui suivent un petit peu ce cours, vous avez vu la définition que j'ai donnée de la robotique, qui est relativement simple. La robotique traite du rapport que peut entretenir avec le monde réel une machine qui bouge et dont les mouvements sont commandés par un ordinateur. Donc, j'ai souvent beaucoup insisté sur le fait que ce n'est pas que du traitement de l'information. Vous avez une machine qui entretient un rapport physique avec le monde et qui bouge. Alors donc le mouvement est au cœur c'est une fonction qui est au cœur du système robotique. Alors qu'est-ce que c'est qu'un mouvement? On va commencer doucement. Un mouvement, c'est une fonction continue du temps dans l'espace, continue dans un sens mathématique qui est relativement précis, mais qui est exactement celui que vous connaissez de vos cours de première. Je crois que c'est à partir de la classe de première qu'on voit ces notions de continuité d'une fonction. Hein. Continue, ça veut dire qu'il n'y a pas de téléportation, il n'y a pas de, hein, tout se passe bien de ce point de vue. Bien, alors comment une machine donc, qui est destinée à bouger, comment peut-elle décider de ses mouvements? Comment peut-elle décider de l'existence même d'un mouvement pour faire quelque chose? Comment peut-elle évaluer le fait qu'elle peut peindre votre voiture? Est-ce que c'est faisable hein, dans un premier temps? Est-ce qu'il est possible que je puisse me rendre de tel point à tel autre? Voilà, donc c'est comment décider de l'existence d'un mouvement et puis comment le calculer. Il ne suffit pas de répondre au problème de l'existence, il va falloir aussi donner des méthodes qui permettent de calculer effectivement le mouvement en ayant recours au seul moyen auquel un robot a recours, c'est un ordinateur. Hein, c'est un ordinateur en bout de course. Donc ce problème, fonction continue, le problème qui se pose, c'est comment le traduire en un problème qui est combinatoire. Ce que je suis en train de sous-entendre ici, c'est que un ordinateur, il ne sait que traiter des structures combinatoires. Vous savez que vous avez des ordinateurs qui savent jouer aux échecs, qui vous battent au jeu d'échecs, mais les situations dans le jeu d'échecs sont en nombre fini, ce sont des états finis. Les transitions, si vous voulez, sont des transitions discrètes, instantanées. Et pour le coup, là, il y a de la téléportation, au sens où je l'ai dit tout à l'heure. Hein. On se fiche éperdument de savoir comment le cheval est passé d'une case à une autre. L'essentiel, c'est qu'il était dans cette case et il y a des règles pour le mettre dans l'autre case et c'est fini. Hein, voilà. Donc ça, on sait que les ordinateurs traitent ça très bien. Bon, mais ici, le problème est vraiment un problème de continuité spatiale et le problème qui va se poser à nous, c'est comment traduire en termes combinatoires ce problème
qui est par essence continue. Et puis, quelle est la complexité, hein? Est-ce que c'est facile? Ce n'est pas le problème que ça soit facile, mais est-ce qu'on peut le faire avec des moyens de calcul dont on dispose aujourd'hui, hein? Voilà les questions donc, que nous allons aborder. Et l'ambition étant qu'on va essayer de mettre en œuvre des méthodes exactes et robustes, c'est-à-dire bon, on va essayer de faire du calcul vraiment exact. Quand j'insiste là-dessus, c'est-à-dire on va essayer de faire reculer le plus tard possible le recours à du calcul numérique. Hein, on va essayer de travailler avec le fait que racine de 2, racine carrée de 2, c'est la solution positive de l'équation polynomiale x2 moins 2 égale à 0, et ce n'est pas un 414. On passera au 1 414 quand il faudra, mais dans un premier temps, on va essayer de faire des calculs exacts et avoir des calculs qui sont relativement robustes, et puis on va essayer d'avoir des algorithmes, des méthodes complètes, c'est-à-dire qui, quand elles ne vous donnent pas de solution, c'est qu'il y a de bonnes raisons, c'est parce qu'il n'y a pas de solution. Alors ça, c'est une ambition. Et je peux tout de suite aller à la conclusion de mon exposé, cette ambition ne sera pas atteinte. Hein? Mais je vais vous montrer un petit peu quand même quel chemin on peut suivre qui serait chemin porteur de cette ambition. Alors, première remarque pour essayer de faire le lien avec les cours précédents. On cherche à bouger, on va chercher à mettre en place un cadre dans lequel raisonner. Les premières questions qui se posent, c'est dans quel espace on va raisonner. D'accord ? Alors, pour ceux qui ont suivi certains cours précédents, et en particulier celui que j'ai fait sur l'action anthropomorphe, vous avez vu les références donc, que j'ai fait aux espaces de Poincaré et le lien donc, avec la robotique. Hein. Je vous rappelle qu'à l'époque, Poincaré ne parlait pas du tout de robotique, hein. Mais il s'intéressait dans un article assez célèbre qui est L'espace et la géométrie, qui est paru dans la revue de métaphysique et de morale. Hein. Revue de métaphysique et de morale, on parlait d'espace et de géométrie. Essayez de faire donc le lien entre notre perception de l'espace, hein, qu'est-ce qui se passe dans notre tête. Bon, bien sûr, il n'utilisait pas ces langages, hein, mais pour nous mettre en relation entre l'espace physique auquel on a accès finalement que par deux espaces qui sont l'espace sensoriel, hein, ce qui nous imprime, hein, ce qui va imprimer nos capteurs, que ce soit nos yeux, nos oreilles, nos touchés, nos systèmes vestibulaires, et puis l'espace moteur, c'est celui qui va agir sur nos muscles et tout. Bien, il disait que l'homme appréhende l'espace physique à travers ces espaces sensoriels et moteurs, et a cette capacité de mettre en place des structures qui sont à la base de la géométrie. La question est pour faire ce lien, la question est non pas de chercher une géométrie dans l'absolu, celle qui serait la plus vraie, mais tout simplement celle qui est la plus commode. Donc on avance là prudemment, c'est-à-dire que par rapport au problème que j'ai défini, qui est encore un petit peu flou, comment décider des espaces, on sent bien qu'il va falloir qu'on soit un petit peu plus précis et qu'on définisse la notion, le type de géométrie sur lesquels on veut travailler. Alors je prends deux exemples très, très concrets. Ici, une expérience qu'on a faite au LAS il y a quelques années, qui était là pour une grande première, où vous voyez un robot mobile qui tracte une remorque, et qui va aller se garer, parquer sa remorque sous cette petite table. Vous voyez, l'espace est extrêmement contraint. Alors ici, c'est l'espace dans lequel il résonne. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est la nature de cet espace? Vous voyez bien qu'il y a une espèce de simulation qui est faite là, où on devine que ce qui est en bleu, ça doit bien représenter les obstacles, qui sont acquis avec un télémètre laser qui est ici et qui est là, hein, qui lui permettent d'avoir des capteurs de proximité. Et puis, toute la partie bleue, ça a été la partie planification de mouvement. Hein, c'est-à-dire, à partir de l'information qu'il avait acquise, ben, il a décidé, vous voyez, où manœuvrer pour faire ça. Hein, encore une fois, imaginez-vous au volant de votre voiture avec une caravane ou un tracteur avec une charrette. Et il faut que vous manœuvriez, c'est-à-dire que vous trouviez l'espace où il faut faire une manœuvre pour être sûr
de pouvoir accoster ici. Donc vous utilisez ici un espace qui a été déterminé a priori, que vous connaissez a priori, sur la base d'informations proxymétrices. Et puis, en temps réel, vous réalisez cette trajectoire en contrôlant que tout se passe bien, c'est-à-dire en mettant en relation un espace sensoriel ici qui était en rouge et avec l'espace, avec la carte finalement que vous aviez acquise qui était en bleu. Deuxième exemple, vous prenez ici alors vous voyez que là il n'y a plus de robots réels, on est dans un monde qui est virtuel, tout est parfaitement numérisé. Vous avez un bras manipulateur ici qui manipule une petite barre qui est complètement stylisée, puis vous voulez aller d'ici à là. Voilà, hein, c'est le but à atteindre. Et ce que vous voulez, c'est bien engendrer un mouvement qui sera sans collision. Donc vous voyez, là aussi le robot manœuvre. Tiens, là, le film ne va pas jusqu'au bout, il devrait aller jusqu'au bout. Voilà, et le robot réussit à passer dans cet espace contraint. On sent bien que c'est quand même un petit peu délicat, un petit peu difficile. Alors donc, le problème qui va se poser à nous, c'est trouver une géométrie dans laquelle exprimer ces problèmes. D'accord ? Alors on va y aller. Et la première idée, ça a été de donner une formulation géométrique à ce problème-là, qui est connu sous un nom relativement évocateur, le problème du déménageur de piano. Donc voilà, tout est dit là, hein, vous avez des déménageurs avec un piano à queue qui sont dans une cage d'escalier et qui se posent le problème, est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas, hein, donc ça, c'est une expression hein, qui a été introduite dans les années 80 pour caractériser un petit peu ce type de problème. L'hypothèse de base qu'on va faire, et qui est fondamentale, et qui est une des limitations sur lesquelles que j'ai déjà abordé dans des cours précédents, hein, quand j'ai évoqué les boucles perception, décision, action et le contrôle des actions, hein, on l'a évoqué, donc là je ne reviendrai pas là-dessus. On est en planification, on va supposer, et c'est une hypothèse encore une fois, j'insiste, qui est absolument fondamentale, que l'espace physique est connu, hein, dans la formalisation ici que je vais prendre. Donc l'espace physique est connu, ça veut dire qu'on connaît sa géométrie, hein, et donc on est capable de, ben voilà, c'est ce qu'on veut faire, hein, vous voyez, donc ça c'est le problème du déménageur de piano, résolu par un petit avatar ici, qui pourrait être un robot humanoïde, et puis deux autres robots mobiles avec des bras manipulateurs. On sent bien que tout ça c'est compliqué pour coordonner et tout. Bien. Alors le problème du déménageur de piano, il commence avec une histoire qui est celle-ci, qui est la contribution fondamentale de Tomás Lozano Pérez, donc dans les fin des années 70, début des années 80, qui dit en gros, ça serait bien si au lieu de déplacer un piano, on avait à déplacer une balle de ping-pong. Hein, donc imaginez des déménageurs qui dépassent un piano, la difficulté, puis il y a un autre déménageur qui a une petite balle de ping-pong et qui regarde est-ce que ça passe ou est-ce que ça passe pas. Bon, c'est évident. Hein. Mais bon, le problème, justement, c'est que comment diable peut-on transformer un piano en une balle de ping-pong? Et ça va être ça, la magie de les premières contributions de Tomás Lozano Pérez, a été de dire peut-être qu'il ne faut pas regarder le problème dans l'espace physique, mais dans un espace qui va caractériser toutes les positions possibles du système mécanique. Alors là, je vous ai pris un petit système mécanique à deux barres articulées qui peuvent pivoter les unes autour des autres. Donc vous voyez que pour situer ce système-là dans l'espace, il vous faut deux angles. Hein, c'est un exemple que j'avais déjà pris. Deux angles, et pour représenter deux angles, vous savez que deux angles, c'est 0,2 pi. Hein, donc c'est un cercle, puis vous avez un cercle orthogonal à ce cercle, c'est-à-dire que ce serait moi qui tourne, et puis mon doigt décrit un tore. Hein. Donc le tore est une surface sur laquelle vous pouvez parfaitement représenter toutes les positions possibles pour une posture donnée du système mécanique. Vous pouvez le représenter uniquement par un plan. La position des deux barres articulées est caractérisée par la donnée d'un point.
Alors l'idée force, ça va être de tuer le temps. C'est-à-dire, j'ai dit, un mouvement, c'est une fonction continue du temps dans l'espace. Mais une fois que le mouvement a été réalisé, dans cet espace-là, il a laissé une trace, et cette trace-là s'appelle un chemin. C'est-à-dire, c'est l'image du mouvement dans l'espace. Alors voilà comment ça se passe. Bon, je reprends mon exemple ici, mais là, j'ai rajouté des obstacles. Alors, si je rajoutais des obstacles, ça veut dire que sur le tore, il y a des zones qui sont interdites. Hein, si je prends un point ici, ça veut très certainement dire que mon manipulateur serait en collision avec ces obstacles-là. D'accord ? Donc, supposons qu'on a une transformation qui nous permet de transformer ces obstacles dans le monde physique en obstacles dans l'espace des configurations. C'est un point difficile, ça, mais supposons que ça soit fait. Eh bien, maintenant, vous vous posez la question, est-ce que je peux passer de ma position de départ ici, qui est ce point, à ma position d'arrivée ici, qui est ce point, tout en évitant la tache rouge? Hein? Bon, clairement, oui, hein, vous pouvez, vous voyez bien, là j'ai dessiné un chemin, donc j'ai dessiné un trait, hein, un chemin, là, eh bien il va suffire de suivre ce chemin-là, point par point, pour, vous voyez, créer un mouvement dans l'espace. Donc là, on n'a plus comme problème qui est purement géométrique, j'ai tout mon temps, si vous voulez. Hein. Quand je dis tuer le temps, là, c'est que je m'intéresse uniquement à l'image de ce mouvement dans l'espace, et je m'intéresse donc à l'existence d'un chemin comme ça. Donc voilà l'intuition de base de Tomás Lozano Pérez, qui aussitôt a apporté une contribution dans un cas particulier pour des mouvements, on le verra en translation, dans cette phase. Bien. Mais la question qui s'est très rapidement posée et dont les mathématiciens se sont emparés, c'est comment donner un sens, comment donner du sens à cette intuition. Alors donc, on va essayer de bâtir une formalisation géométrique un petit peu rigoureuse. Et là, je reprends donc une formalisation qui a été donnée par chercheurs, Yap, du courant des instituts, à ce moment-là, dans les années 80. Alors, vous allez voir, on va passer assez vite, mais c'est pour vous montrer le type de rigueur. Hein. Souvenez-vous de l'ambition. Hein. L'ambition, pour l'instant, c'est trouver des méthodes qui soient exactes, complètes. Hein. Donc on y va, on va essayer de préciser le problème. Donc qu'est-ce que c'est qu'un environnement? Puisqu'on est en train de parler de robotique, il y a des corps qui se baladent dans l'environnement, mais on va essayer maintenant de traduire ça sous forme un petit peu mathématique. Alors un environnement est constitué de corps. Qu'est-ce que c'est qu'un corps? Ce sont des sous-espaces compacts et connexes de l'espace euclidien. Oui. Hein, donc, bon, espace euclidien qui nous entoure, 3D, c'est le bon gros espace qui nous entoure, qui est ici, avec des systèmes de repérage en 3 dimensions et pas en n. Hein, on vit dans un espace à 3 dimensions. Et compact et connexe, ça veut dire qu'il y a une chaise. Cette chaise-là, elle est différente de l'autre chaise. Hein. Cette chaise-là, elle est en un seul morceau. Hein, c'est un morceau qui est connexe. Hein. Et c'est compact, ça veut dire qu'elle ne part pas à l'infini. Hein, quelque chose qui n'est pas compact, ça n'existe pas dans le monde réel. Hein. Ou alors il faudrait imaginer une demi-droite. Voilà, une demi-droite qui part à l'infini, elle n'est pas compacte, hein, dans le sens où je les voudrais finis. Hein, je les voudrais finis. Bien. Donc ce sont des hypothèses tout à fait raisonnables du point de vue mathématique pour caractériser les corps dans les espaces qui nous entourent. Alors après, vous avez la notion de placement, c'est-à-dire cette chaise-là, pour la placer dans l'espace, eh bien, il vous faut 2 paramètres de position et 1 paramètre d'orientation. Mais si vous prenez une chaise qui flotterait dans la navette spatiale qui est en train de tourner chez nous, vous savez qu'elle peut flotter, bien là, il faudra 3 paramètres de position, 3 paramètres d'orientation. En général, il y en a 6. Alors, on parlera de paramètres de translation, celles qui permettent de se déplacer, hein, d'aller jusqu'à Toulouse, par exemple. Et puis, les paramètres d'orientation, c'est celles qui vont se positionner par rapport à un repère fixe qui vous dit si vous regardez vers le nord ou vers le sud ou autre. Donc vous avez un espace déplacement qui va être l'espace déplacement SP. Alors les obstacles, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des corps qui sont fixes, qui ne bougent pas. Hein, eux, ils ne bougent pas. Voilà. Et ils sont en nombre fini. Alors, je vais vous raconter une toute petite anecdote ici sur ça, parce que j'ai l'air de pinailler. Hein.
Mais en 1986, dans un congrès d'Amsterdam, pour ceux qui ont suivi le cours précédent, je présentais le premier algorithme pour garer la voiture, hein, sous forme de créneau comme ça. Et c'était la première fois qu'on avait un algorithme qui garait ça. Donc, 86, j'étais plus jeune, un petit peu émotif, et je présente ce résultat-là sous forme d'un résultat un petit peu fondamental. Et à la fin de la conférence, donc le jeu des questions, quelqu'un lève la main hein, dans la salle et me dit « Monsieur, votre théorème est faux ». Vous voyez, dans le congrès international et tout, il y a du monde, votre théorème est faux. Bon. Bon, c'est important, j'avais travaillé dessus, et puis sûr de lui. Hein. Alors effectivement, on lance la discussion et il me dit, oui, si vous envisagez un nombre infini de chaises dont la taille tend vers 0, donc ça serait un point d'accumulation de chaises, hein, pour ceux qui ont un petit peu de formation mathématique. Donc vous voyez, entre cet espace-là et le mur, je vais mettre une infinité de chaises dont la taille tend petit à petit vers 0. À ce moment-là, votre hypothèse ne tient plus et votre théorème est faux. Un petit peu déstabilisé, je lui fais oui, mais mon nombre d'obstacles est fini. Ah, il me dit oui, dans ce cas-là, vous avez raison. Voilà, voilà les petites précautions qu'il faut prendre quand vous voulez faire les choses bien et de manière relativement précise. Donc maintenant, à partir de maintenant, j'insiste pour que le nombre d'obstacles qu'il y a dans le monde est en nombre fini. Alors un robot, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il est constitué de corps. Donc j'ai un bras, j'ai un avant-bras, j'ai une cuisse et tout. Bon, très bien. Donc chaque corps peut être positionné dans l'espace déplacement ici de tous les corps. Donc je vais considérer le produit cartésien de tout l'espace déplacement, hein, pourquoi pas. Mais bien sûr, on sent bien qu'il va falloir attacher les corps les uns aux autres. Et donc je vais avoir un sous-espace ici qui va me définir vraiment le robot, qui va me dire l'avant-bras est attaché au bras. Ce qui vous paraît naturel, mais a priori, prenez un cadavre que vous disséquez et tout, si vous voulez reconstituer le squelette, il faudra l'attacher correctement. Hein. Prenez les squelettes là, qu'on avait dans nos écoles, il faut les monter à un moment donné, donc établir des liaisons entre les corps, et ça sera défini par les liaisons holonomes. Hein, souvenez-vous, on a évoqué ces liaisons au cours précédent. Alors, justement, encore une fois, pour faire le lien, il n'y a strictement rien de nouveau par rapport au cours précédent. Oui, pardon, simplement de terminer en disant qu'une configuration, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va être une paramétrisation minimale de l'espace déplacement valide qui vous définisse le robot. En clair, les deux angles que vous aviez sur le tore, et pour les systèmes anthropomorphes qu'on a vus dans le cours du 6 février, hein, souvenez-vous, les liaisons holonomes, c'est simplement celles qui vous donnent les variables de posture, hein, qui sont en gros les angles de votre squelette, hein, et les variables de position, donc ce sont tout simplement celles qui vous positionnent dans l'espace. Quand vous marchez sur une surface, il en suffit que de 3, 2 paramètres de position. Donc ça, on a suffisamment insisté la dernière fois. Ce qui fait que l'espace des configurations ici apparaît, pour faire le lien, encore une fois, avec les espaces dont j'avais parlé précédemment, qui sont les espaces des placements, x, y, θ, et l'espace des postures, donc une trentaine de paramètres pour un robot humanoïde. Très bien. Alors, continuons maintenant donc, on est dans un espace où la donnée ici de 33 paramètres va parfaitement définir la position du corps dans l'espace, ici, x, y et θ, et la posture, c'est-à-dire quelle posture vous prenez exactement. Donc, vous avez besoin de ça pour savoir exactement quel est le volume de l'espace que vous occupez quand vous considérez ce point, qui n'est plus un tore, hein, mais qui est un espace ici de dimension 33. Donc, un espace de dimension 33 me transforme tout mon corps articulé en un seul point dans cet espace-là. Donc vous voyez, non seulement je sais transformer des pianos, mais vraiment aussi des corps, des systèmes anthropomorphes. Alors continuons donc dans cet espace de dimension 33. Donc on a dit qu'une configuration, c'est une paramétrisation minimale donc de A pour obtenir le tore ou cet espace de dimension 33. Est un chemin, alors on en revient, hein, un mouvement est un chemin, hein, souvenez-vous, donc c'est une fonction continue de 0,1 dans l'espace des configurations. Alors là, vous voyez que j'ai pris 0,1, c'est-à-dire un chemin de longueur finie, hein, qui a un début, une fin. C'est plus la variable t
de temps qui sera compté en secondes, sous-entendu bien sûr, mais je normalise, si vous voulez, d'une certaine manière, je normalise. Mais fonction continue. Fonction continue, il faudrait être peut-être un tout petit peu plus rigoureux pour définir qu'est-ce que c'est qu'une fonction continue. J'ai dit qu'il n'y avait pas de téléportation et tout, mais si on rentre dans le détail, vous vous souvenez que la fonction continue, c'était quel que soit epsilon, il existe état tel que si t moins t0 est inférieur à état, alors f de t moins f de t0 est inférieur à epsilon. Exercice du bac, on vous donne la fonction x sinus x, montez qu'elle est continue en 1, et vous prenez un epsilon quelconque, et à la fin de l'exercice, il fallait trouver que état était égal à racine carrée de epsilon sur 7. Ou quelque chose comme ça, et puis vous déduisez tout. Vous vous souvenez de ça. Mais pour ça, il fallait faire les valeurs absolues de la différence de deux réels. Ah, mais ça, c'était les fonctions numériques de variables réelles. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la différence entre ça et la différence et ça, entre ce point-là et ce point-là? Donc il faudrait peut-être définir sur l'espace des configurations ce qu'on va appeler une topologie. Alors ça peut se faire en revenant à l'espace euclidien, et en considérant pour une configuration C dans l'espace, vous allez considérer le volume que vous occupez dans l'espace euclidien, que vous allez occuper, c'est-à-dire quand je parlais tout à l'heure de la configuration qu'il y avait ici, c'est quel est le volume que je peux décrire peut-être par l'approcher par des polyèdres. Quand je suis dans cette configuration-là, j'ai un certain volume dans l'espace euclidien. Eh bien, je vais essayer de comparer cette configuration-là à celle-ci. Et ça, il faut que je compare deux volumes dans l'espace euclidien. Ben oui, on sait faire. C'est une généralisation des métriques euclidiennes qui sont les distances de Hausdorff. Là, je ne rentre pas dans les détails, mais ça va vous donner donc la possibilité de définir une topologie, donc la notion de continuité sur ces espaces-là. D'accord ? Vous pouvez l'oublier. Simplement, on peut le faire proprement. Retenez qu'on peut faire ça tout à fait proprement. Bien. Alors, maintenant, on va essayer d'être un petit peu plus rigoureux. On va prendre un exemple d'un système qui est uniquement en translation. Ici, ça c'est mon petit robot. Il ne peut pas tourner, il ne peut pas tourner comme ça. Il se déplace simplement en translation sur le plan. Et puis il a un obstacle ici qui est là. Et puis on se pose la question de savoir s'il peut aller de là à là. On peut le rentrer. Bon, au premier coup d'œil, ce n'est pas très clair. C'est pas très clair, peut-être qu'il y a la dimension qu'il faut et tout. Bon. Mais cet exemple-là va nous permettre de définir 4 types de configurations qui sont les configurations admissibles. Alors les configurations admissibles, c'est tel que le volume, une configuration C est admissible si le volume occupé par le robot dans cette configuration n'intersecte pas l'intérieur de E. E, je vous rappelle, c'est l'obstacle. L'intérieur de E au sens topologique, c'est-à-dire c'est le plus grand ouvert contenu dans. C'est en gros l'obstacle où vous enlevez sa surface. En gros, ça ne doit pas intersecter l'intérieur, mais vous pouvez toucher. Donc, configuration libre, eh bien, il ne faut pas que vous touchiez, justement. Une configuration libre, ça sera une configuration comme celle-ci, où vous ne touchez pas. Vous n'avez pas le droit de toucher, vous êtes dans un ouvert. Quand vous êtes dans une configuration libre, il y a un petit voisinage autour de vous qui vous prévient de toute collision. Il n'y a absolument pas de collision. Contact, eh bien là, c'est quand vous touchez, c'est-à-dire vous êtes à la fois admissible, mais vous n'êtes pas libre. Et en collision, là, vous intersectez carrément l'intérieur. Alors maintenant, essayons de voir, de caractériser quels pourraient être ces espaces-là dans cet exemple-là. Encore une fois, j'ai considéré ce robot-là. Ce robot-là, pour le situer dans l'espace, il va falloir que je prenne un point de repère, ça me suffira. La connaissance de ce point me permet de le situer. Si je place le point ici, par exemple, vous voyez que le robot peut être parfaitement localisé ici à une forme très, très précise. Donc je vais prendre un point de référence qui est ici, et je regarde, voilà le point de référence ici, et je le mets là, là on voit que ça touche des deux côtés. Ici, ça touche simplement par un petit point. Alors, ce que je voudrais maintenant, c'est construire l'ensemble des points de référence tels que j'ai la garantie qu'ils me caractérisent tous ces espaces-là, admissibles, libres, contact et collision. C'est-à-dire là, je vais vous montrer des espaces où si je prends mon point de référence, et ça sera comme point, le corps a disparu, dans cet espace-là, je peux dire si c'est en collision ou pas en collision.
Alors regardez s'il y en a là qui cherchent à avoir une intuition de ces espaces. Je vous laisse encore 5 secondes. Oui. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'était ça, hein? C'est à peu près ça, hein? Voilà. Alors qu'est-ce que ça signifie ici? Ça signifie, si vous prenez un point dans les parties grisées, ici admissible, vous êtes sûr que si vous représentez l'objet ici, il sera sans collision avec les obstacles. Donc vous voyez qu'ici, par exemple, vous avez un lien qui se fait simplement par un trait. Ça veut dire qu'effectivement, que pour passer de cette chambre-là, si vous voulez, de cet espace à celui-là, ben, vous devez racler des deux côtés. Hein, vous touchez des deux côtés. Donc vous n'êtes pas dans le libre. Hein, parce que ce point-là, c'est bon, vous n'êtes pas en collision, vous touchez des deux côtés, mais vous n'avez aucune latitude. Donc vous n'êtes pas dans libre. Donc libre, c'est la partie grisée de laquelle j'ai enlevé les bords. Vous voyez ? Collision, ben collision, c'est tout ça. Où j'ai enlevé aussi cette partie en pointillé. D'accord ? Si vous mettez un point ici, ça c'est clair que ça vous donnera une collision superbe ici entre le robot et l'environnement. Hein. Et ici, c'est le contact. Oui, le contact, c'est le fil de fer, si vous voulez. Hein. C'est tous les bords en fil de fer. Vous y retrouvez un petit peu ? Oui. Hein, on a transformé quand même, là on est dans l'espace du piano, dans l'espace physique, ici on est dans l'espace des configurations, et je posais la question, est-ce que je peux passer d'ici à là, c'est-à-dire d'un point de référence qui serait là à un point de référence qui est là? Eh bien, si je me place dans libre, non, je ne peux pas. Si je me place dans admissible, oui. Ça se voit. Hein, on le voit si vous me faites confiance, bien sûr, pour ces dessins. Alors, oui dans admissible et non dans libre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre solution que de racler des deux côtés. Hein, pour rentrer dans cette petite chambre-là. Très bien. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus? Maintenant, vous allez voir que, d'un point de vue formel, je vais avoir des problèmes de calcul. Si je regarde l'intérieur d'admissible, alors, souvenez-vous, l'intérieur, c'est l'objet auquel vous enlevez la peau. Hein? Donc, vous obtenez libre. Ça paraît logique. Mais si vous prenez un objet dont vous enlevez la peau, et puis après, vous regardez les bords de cet objet, c'est-à-dire, vous tentez de lui remettre la peau, mais pas de l'objet initial, de ce qui reste. C'est-à-dire, vous allez prendre la fermeture de l'intérieur. Bien, si vous prenez la fermeture de l'intérieur de admissible, donc c'est la fermeture de libre, bien, vous voyez bien que vous n'allez pas récupérer ce morceau-là. Oui, puisque vous allez prendre cet espace-là auquel vous allez ajouter tous les pointillés. Ce n'est pas égal à ça. Donc ça, il faut retenir en général, hein, dans un espace, la fermeture d'un intérieur, ce n'est pas égal à l'espace d'origine. Alors pourquoi j'insiste, pourquoi je pinaille là-dessus, vous allez le voir. Donc admissible, attention, ce n'est pas pareil que la fermeture de libre. Oui, mais ça signifie que si vous dites que racine carrée de 2 est égale à 1,414, vous sentez bien que vous faites une petite erreur. Si, pour être sûr de pouvoir utiliser ces algorithmes numériques, il faut avoir la garantie que vous travaillez dans le libre. Mais si vous travaillez dans le libre, vous n'aurez jamais la possibilité de voir qu'il y avait une solution pour pénétrer ici. Si vous voulez vraiment pénétrer ici, il vous faut faire du calcul exact, du calcul formel. Il ne faut pas dire que racine de 2, c'est 1,414. Il faut garder au maximum le fait que racine de 2, bien, c'est la solution positive, le réel positif, solution de l'équation x2 moins 2 égale à 0. Et ça va poser de gros problèmes, parce que quand je parlais de méthode exacte et complète, ben là, qu'est-ce que je fais? Si j'utilise des algorithmes numériques, je suis condamné à ne pas résoudre ce problème. Alors, vous allez me dire qu'en pratique, c'est peut-être pas très grave. Hein, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire qu'un robot qui racle des deux côtés? On s'en fiche peut-être. Et là, vous aurez raison. Donc, on va introduire des notions d'environnement en disposition générale qui vont être justement des environnements particuliers où cette proposition-là sera vérifiée. C'est-à-dire, on aura une égalité comme ça. Ce n'est pas vrai pour tous les espaces, mais vous pouvez avoir des espaces comme ça. Et ça, le roboticien sait s'en sortir, c'est-à-dire même en faisant du numérique, en travaillant dans le libre. Après, par des techniques d'asservissement et tout, il peut récupérer le contact.
Hein, il peut récupérer le contact, donc il peut travailler dans la fermeture de libre. Oui, il saura faire. Hein. Mais d'une manière générale, il faut être conscient qu'on ne peut pas absolument tout avoir, et en particulier rendre compte de ces allez, allons-y, appelons-le comme ça, de ces pathologies. Hein, du point de vue de la robotique, ça sera une pathologie. Hein. Mais pour l'instant, il faut savoir où peuvent se situer les problèmes. Bien. Alors maintenant, donc, ça y est, on a posé les espaces, on a à peu près compris, et ce qu'il nous faut, donc, c'est trouver, voici un espace abstrait, donc c'est un espace des configurations, avec ici des obstacles qui sont représentés en vert, et je voudrais aller de là à là, donc calculer un chemin. Donc c'est comment transformer ce problème continu en un problème combinatoire. Bon, bien en gros, il y a deux grandes classes de méthodes. Alors les premières, ce sont les décompositions cellulaires. Alors une cellule, qu'est-ce que c'est? Ça va être un domaine qui va être situé dans l'espace admissible, qui est assez sympathique, et puis on dira que deux cellules sont adjacentes si en gros elles se touchent. Hein, si elles se touchent. Et ce qu'il va y avoir d'intéressant ici, c'est que les composantes connexes de l'espace topologique, c'est-à-dire celles qui vous disent que ces deux points, il existe un chemin qui permet de les relier. Eh bien, si vous avez une décomposition cellulaire qui vérifie ces propriétés-là, vous avez la garantie que les deux points appartiennent dans deux cellules qui sont adjacentes dans le graphe. Mais un graphe de connectivité des cellules, ça, on est dans le jeu d'échecs. C'est un nombre, ce sont des structures de données qui sont combinatoires sur lesquelles on va pouvoir lancer des algorithmes de recherche. Alors l'exemple, pour être un petit peu moins abscon à ce stade-là, c'est une figure donc, que je tire du livre de Jean-Claude Latombe, hein, de Robot Motion Planning. Ici, vous avez cet exemple-là où vous avez donc un environnement qui est polygonal, abstrait, hein, donc, mais fait de polygones. Eh bien, vous avez une décomposition qui est possible ici en décomposition en trapèze, vous voyez, hein, vous passez par tous les sommets critiques ici que vous avez, puis vous pouvez faire une décomposition en trapèze. Alors, quel est l'intérêt d'un trapèze comme ça? C'est que si vous avez la garantie que les deux points que vous considérez sont à l'intérieur du trapèze, ben vous pouvez y aller en ligne droite, parce qu'un trapèze est convexe. Hein, vous pouvez y aller en ligne droite sans vous poser de questions. Hein. Mais ici, donc, vous avez tout un tas de trapèzes, et puis vous pouvez les structurer, c'est-à-dire ce trapèze-là, il est adjacent à ce trapèze-là. Voilà. Alors, vous marquez ces adjacences-là, le 6 est adjacent au 7, donc vous mettez une arête ici, donc, et vous avez ce qu'on appelle un graphe. Mais là, explorer un graphe, ça, un ordinateur, impeccable, il sait faire. Il cherchera un chemin. Donc, vous vouliez aller de là à là. Très bien. Donc, problème. Vous êtes dans quelle cellule? La 3. La 3 est ici. Très bien. Vous voulez aller où? Dans quelle cellule? Celle-ci, c'est la 19. La 19 est ici. Bien, la question que vous vous posez, pour savoir s'il y a une solution, est-ce qu'il y a un chemin dans le graphe entre 3 et 19? Voilà. Évidemment, oui. Apparemment, il y en a même plusieurs. Hein. Vous en choisissez un, là, celui-ci, il fait là. Eh bien, de cette succession de cellules, il suffit de dire comment vous passez d'une cellule à une autre. Puisque ce sont des convexes qui sont adjacents, il suffit de prendre les milieux des segments de passage, ici, et vous avez votre chemin. Vous avez transformé votre problème continu en un problème combinatoire. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il vous faut pour généraliser ça en général? Eh bien, il va vous falloir, un algorithme de décomposition cellulaire. Ici, c'est celui qui va décomposer l'espace en trapèze. Mais d'une manière générale, il peut y en avoir d'autres. Vous avez besoin d'avoir un algorithme qui vous localise, qui localise un point dans une cellule. À quelle cellule j'appartiens? Donc ça, vous avez des méthodes simples pour résoudre. En principe, ce n'est pas très, très compliqué. Ensuite, vous devez savoir comment naviguer à l'intérieur d'une cellule. Si c'est convexe, vous y allez en ligne droite. Mais il peut y avoir des décompositions cellulaires plus complexes où, avec des stratégies, vous avez la garantie d'aller de n'importe quel point à n'importe quel autre. Et après, le plus simple, c'est l'algorithme de recherche de chemin dans un graphe. Donc vous avez les algorithmes de balayage qui sont évoqués ici. Et puis, vous avez un algorithme qui a été rendu très célèbre, qui est la décomposition cylindrique algébrique, un algorithme qui a été dû au mathématicien Collins dans les années 70, qui a été un algorithme fondamental en
en géométrie algébrique réelle et qui a été utilisé par Schwarz et Sharir, on y reviendra, pour démontrer la décidabilité du problème. Alors, comment ça fonctionne? Alors, bien sûr, on ne peut que l'illustrer dans un exemple simple. Ici, c'est un espace des configurations, même s'il est de dimension 3. Hein. Ce n'est pas l'espace réel, mais ça va se passer comme dans l'espace réel parce qu'il est de dimension 3. Vous considérez ici une sphère qui est une sphère à éviter. Donc, vous allez me dire, le problème est très simple. Hein. Pour parler de ce point à celui-là, ben, il suffit que je contourne. Oui, d'accord, non, mais c'est pour vous expliquer comment va fonctionner la méthode. Donc là, vous avez une surface qui est polynomiale. Hein, si c'était centré en 0, bon, ben, ça serait x2 plus y2 plus z2 inférieur à 1 ou égal à 1 pour montrer la surface de la sphère. Ou si vous définissez l'obstacle, ça serait inférieur à 1. Bien. Alors, vous allez commencer par, c'est un système donc à 3 variables, vous allez commencer à le projeter sur un plan. Donc, vous prenez la sphère et vous le projetez sur un plan x, y. Ça vous donne un cercle. Hein. Et puis, ce cercle-là, vous allez aussi continuer à le projeter sur la droite réelle. Hein, vous prenez le cercle et vous le projetez sur la droite réelle. Et ici, bien, finalement, sous-entendu, vous avez un polynôme d'une seule variable en x, disons. Eh bien, ce polynôme a une seule variable en x, vous allez peut-être essayer de chercher ces zéros. Hein, ben ça, c'est des choses qu'on sait faire, savoir connaître l'existence des racines réelles de polynômes. Donc, vous en avez 2 ici, hein, vous voyez, voilà, qui sont ici. Eh bien, partant de là, maintenant, vous allez faire une reconstruction à l'envers qui va vous dire, eh bien, écoutez, maintenant, je prends 2 lignes horizontales là, qui passent par ces points. Voilà. Et j'ai dans le plan, ces 2 racines me font une décomposition assez naturelle avec les parties qui sont ici, où il n'y a pas de cercle. Donc l'équation en x et en y n'aura pas de racine, si vous voulez. Et ici, pareil. Il n'y en a pas. Alors, ce qui est plus grave, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Dès que vous êtes à l'intérieur, le polynôme en y aura toujours 2 valeurs ici. Et puis, ça sera toujours vrai à l'intérieur de cette cellule-là, c'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité de découper votre bande ici en une cellule ici, une cellule intérieure et une cellule qu'il y a ici. Propriété de ces cellules, encore une fois, c'est qu'elles ont toutes la même propriété, quel que soit le point où vous vous placez. Que vous placez ici ou là, les polynômes ont exactement le même signe. Alors vous continuez à reconstruire ça vers le haut, d'accord, et vous allez obtenir, donc vous remontez ces lignes droites ici le long de plan, et vous avez une structuration de l'espace en 3 dimensions avec des cellules. Alors il y en a beaucoup, beaucoup trop d'une certaine manière. Mais vous avez la garantie à l'intérieur de ces cellules que les polynômes gardent exactement le même signe, quel que soit le point où on est. Alors, garde le même signe, ça veut dire intérieur ou extérieur aux obstacles. Alors, c'est grosso modo, ça fonctionne comme ça, et vous allez structurer l'ensemble de ces cellules en un graphe, comme on a fait tout à l'heure, et vous allez pouvoir explorer ce graphe. Alors, cette méthode-là, qui n'est qu'esquissée, hein, attention, qui n'est qu'esquissée, c'est une méthode qui est à la base de la preuve que le problème du déménageur de piano est décidable. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est parfaitement général. Hein, tout à l'heure, je vous ai montré l'algorithme de balayage, c'était pour des polygones, hein, ce que je vous ai dessiné. Ici, l'idée que je vous ai esquissée à partir de la sphère peut travailler dans des espaces de dimension 30. Peut travailler, c'est vraiment tout à fait générique. Alors, cet algorithme-là a été utilisé pour démontrer la décidabilité du problème, c'est-à-dire, oui, le problème du déménageur de piano peut être résolu sur un ordinateur, et ça a été démontré donc par des mathématiciens et informaticiens du Courant Institute de New York à l'époque. Maintenant, Micah Sharir est à Tel Aviv, hein, je crois que c'est ça, à Tel Aviv University, et Jacob Schwarz, malheureusement, est décédé il y a 2 ans, je crois, à peu près. Voilà, donc à l'époque, ils étaient ensemble au Courant Institute de New York, en 1983. Et quelle est l'idée? L'idée, en fait, elle était... leur preuve est une forme de réduction à un résultat qu'on connaissait, qui était la décidabilité de l'algèbre élémentaire, qui avait été établi par le mathématicien Tarski dans les années 50. Mais il a fallu attendre l'algorithme de Collins pour avoir un algorithme effectif de démontage pour pouvoir faire ça. Si vous voulez, en gros, Tarski répondait à la question de l'existence.
Est-ce que c'est possible de le résoudre? Oui. Mais comment on fait? Ah, ça, je ne sais pas. Hein, mais c'est possible. Hein, et donc, Collins arrive avec un algorithme, c'est-à-dire voilà comment on peut faire. Alors, la décidabilité, ça a l'air d'être complètement abstrait, hein, la décidabilité de l'algèbre élémentaire. Pour vous donner simplement une petite idée, rappelez-vous quand vous étiez donc au collège, oui, c'est en 4e ou 3e, hein, vous avez vu ça, là. Hein, je vous laisse réfléchir, c'est extraordinaire, ça. Je suis en train de, donc vous connaissez le quantificateur existentiel, donc je suis en train de dire, là, d'affirmer qu'il existe un réel tel que 3x2 moins 7x plus 20 est égal à 0. D'accord? Bien, alors, la question que je pose ici, c'est que comment je vais décider de ça? Est-ce qu'il faut que je passe tous les réels en revue? Hein, ben non, parce qu'il y en a, c'est pas qu'il y en ait trop, c'est qu'on ne peut même pas les dénombrer. Et c'est quand même assez fou, parce que avec cette formule logique à une variable, vous arrivez à répondre à la véracité de cette formule logique uniquement en raisonnant sur ces 3 entiers. Vous avez fait 7 fois 7, 49, moins 4 fois 20 fois 3. Ouh là là, ça doit être négatif, donc ce n'est pas vrai. Donc je vous ai proposé une formule de l'algèbre élémentaire, ici, hein, une formule logique, et simplement en raisonnant sur des constantes, en faisant des calculs sur des entiers, vous avez pu dire c'est vrai, c'est faux. Eh bien, ce principe-là est complètement général. Hein, que dit la décidabilité de l'algèbre élémentaire, c'est quel que soit le nombre de variables que vous considérez, quelle que soit la puissance que vous avez de ces variables-là, et quelle que soit la complexité du polynôme que vous avez là, vous pouvez toujours vous en sortir pour décider de la véracité de ces formules-là. Donc voilà, donc ça c'est le lien qui a été fait ici. Malheureusement, bien sûr, la complexité de ces méthodes-là est complètement rédhibitoire, c'est-à-dire elles explosent, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire elles sont doublement exponentielles dans la dimension de l'espace. Il va y avoir des thèses qui vont se passer à l'Université de Californie, à Berkeley, en particulier avec John Kani, qui vont produire des algorithmes qui vont être simplement exponentiels. Mais en gros, on va conclure à l'échec du calcul formel, c'est-à-dire le calcul exact, précis et tous, en tenant compte que racine de carré de 2 n'est pas 1,414, ce n'est pas la peine de persister, on n'y arrivera pas. Hein? Bien. Alors, il y a une autre méthode qui a été mise en place, c'est une méthode de rétraction. Alors, une méthode de rétraction, comment ça fonctionne? Alors, une rétraction, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction continue qui a un point, associe un autre point, qui possède la caractéristique d'être dans le même espace et dans la même composante connexe de S. Ce qui fait qu'en plus, il faut que chaque composante connexe de S contienne exactement une composante connexe de l'image rétractée. Ce qui fait que les composantes connexes de S sont en bijection avec les composantes connexes de l'espace rétracté. Ouh, ça aussi, c'est du jargon, mais on va essayer de l'appliquer à des exemples simples. Si vous prenez par exemple ce petit parallélépipède là, c'est un parallélépipède. C'est un obstacle dans l'espace. Je vais aller de ce point-là, donc dans un point ici, à un point qui est ici. J'essaye d'y aller en ligne droite. Vous voyez, je perce mon parallélépipède et je ressors par ici et je ressors par là. Bien. Donc j'avais un problème qui était en 3 dimensions. Si j'arrive à résoudre le problème d'aller sur ce parallélépipède du point d'entrée au point de sortie sur la surface, ben, j'ai gagné. Donc là, j'ai au moins gagné une dimension dans le sens de je n'ai plus qu'un problème sur une surface. Alors comme c'est un polyèdre en plus, je prends n'importe quel, le point de sortie, je fais un trait comme ça, j'arrive sur un point qui est une arête. Ici, je fais pareil, j'arrive sur un point qui est une arête. Alors maintenant, ayez un petit peu d'imagination et regardez ce polyèdre uniquement avec les arêtes, c'est du fil de fer. Je suis dans un espace de dimension 1, et donc là, c'est très facile pour naviguer parce que ça devient parfaitement combinatoire. Ce qui fait que ma solution sera, j'arrive, je perce, je fais ça, je navigue selon les arêtes, j'arrive ici et je fais là. D'accord? Donc l'idée de la rétraction, c'est ça, ça va être de réduire petit à petit les trucs. Alors il y a plusieurs méthodes. Donc là, je vous donne des exemples toujours extraits du livre de Jean-Claude Latombe, qui est un graphe de visibilité. Donc, partant des sommets, vous regardez où vous pouvez aller et vous avez une structure combinatoire que vous allez pouvoir exploiter, ou bien le très beau diagramme de Voronoi, qui est une structure de données absolument magnifique, qui est l'ensemble des points équidistants de 2 obstacles. Vous voyez, alors,
Dans le cas polygonal, ça vous donne des segments de droite, mais aussi des arcs de parabole. On retrouve des vieilles géométries qui sont très très jolies, qui sont les réseaux, si vous voulez, qui vont vous structurer l'espace. Comme une bande blanche vous structure les deux bords de la chaussée, si vous avez des espaces non structurés comme ça, vous pouvez malgré tout dessiner les bandes blanches qui vous permettent de passer au milieu. Mais je voudrais vous interroger là sur revenir sur l'expérience que j'ai faite ici sur le parallélépipède. Donc c'est la stratégie de l'aveugle avec sa canne, si vous voulez. Vous avez un obstacle, comme ça, sur votre chemin, donc par définition, vous ne le voyez pas, sauf au dernier moment, vous le touchez. Ben, quelle est l'idée? C'est que vous continuez à le toucher jusqu'à le contourner, puis vous le contournez, vous continuez votre chemin. Donc, pour partir de là à là, ce que j'appelle la stratégie de l'aveugle, c'est d'y aller, et puis quand vous rencontrez l'obstacle, vous le contournez, et hop, vous atteignez le but. Oui, ça semble assez raisonnable. Méfiance. On va revenir sur ce fameux tore, là, sur ce système à deux barres, et je vais vous poser la question. Donc, je vais vous présenter un environnement qui est cet environnement-là, c'est-à-dire le même que tout à l'heure, mais j'ai rajouté un autre obstacle ici, et je vous ai dessiné ici, c'est Vladimir Lumelski, ici, dans un papier de 86, qui s'est amusé à calculer la forme exacte des obstacles sur le tore. Alors, vous regardez là. Alors, je ne vous demande pas d'essayer de comprendre quelle est la structure ici, mais vous pouvez voir une chose, c'est que la partie blanche est en un seul morceau. Vous êtes d'accord? Vous pouvez aller de n'importe quel point de la partie blanche à n'importe quel point de la partie blanche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe quel problème que vous vous posiez dans cet espace-là, aller d'ici à là, aller d'ici à là, enfin, vous voyez, n'importe quelle situation, dans la mesure où il n'y a qu'une seule composante connexe dans l'espace libre, vous êtes sûr qu'il y a une solution. On est d'accord? Il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution pour quelqu'un qui voit bien. Alors, on va prendre la stratégie de l'aveugle maintenant. Voilà. Et je vous pose deux problèmes. Ce problème-là, c'est aller d'ici à là. Et je vous pose ce problème, aller d'ici à là. Alors, attendez, retenez bien ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a une solution. Il y a une solution. Simplement, je voudrais savoir s'il y a une solution qui maintient le contact. C'est-à-dire, est-ce que, tout à l'heure, je voulais aller de là à l'autre bout de la chaise. Je savais qu'il y avait une solution qui était comme ça, d'accord, mais je savais donc qu'il y avait aussi une solution qui était en touchant constamment la chaise. D'accord? Donc ici, je pars d'une configuration de contact, je veux aller à une configuration de contact. Alors bien sûr, le point de contact peut varier. Il peut varier ici. Si vous bougez un tout petit peu ce bras, vous voyez bien qu'il va se déplacer sur cette barre-là. Alors, que vous dit votre intuition? Là, je vous laisse 10 secondes. Est-ce qu'il existe un mouvement qui va maintenir le contact? Ici. Est-ce qu'il existe un mouvement qui va maintenir le contact? Ici. Alors, c'est un test que je fais à chaque fois avec mes étudiants, et je n'ai jamais 100% de réponse exacte. Alors, ça serait amusant de faire le test là, mais bon, il faut avancer. Parce qu'il y en a qui se forgent une intuition. Eh bien, le problème est trivial. Le problème est trivial à partir du moment où vous regardez le bon espace, c'est-à-dire non pas l'espace réel, mais l'espace des configurations où ça se passe. Pour cet exemple-là, alors j'ai enlevé ce qui ne nous intéressait pas, j'ai gardé ce qui nous intéressait. On a cette structure-là d'obstacle. Vous avez ce point-là qui est le point de départ, ce point-là qui est le point but. Alors il y a bien une solution qui consiste à faire ça, mais vous avez ici un obstacle. Je ne vous dis rien. Je vous mets le deuxième exemple ici. Est-ce que ça vous aide, sachant que le point de départ ici est ici, et le point d'arrivée ici est quelque part par là? Vous voyez bien que là, c'est beaucoup plus simple. Oui? Pourquoi c'est plus simple?
Ouais, parce que la structure topologique est celle-ci. Dans ce cas-là, vous avez un seul obstacle qui a cette forme-là. Vous avez le point de départ, point d'arrivée, vous avez un obstacle, un bord. Eh bien, s'il y a une solution, il y en a nécessairement une deuxième. Il y a deux solutions. Il ne peut pas y en avoir qu'une. Il y en a nécessairement deux. Parce que vous pouvez passer par là, ou vous pouvez passer par là. Alors, je vous laisse le soin ce soir à la maison de réfléchir aux deux possibilités qu'il peut y avoir ici. Et pour cet exemple-là, la structure est celle-ci. Vous avez une bague de cigare. Et la bague de cigare, c'est un obstacle, mais ça a deux bords. Eh bien, ici, il n'y a pas de solution. Parce que vous ne pouvez pas, en restant sur un bord, passer de ce bord-là à ce bord-là. Alors qu'il y a bien une solution dans l'espace libre. Donc, vous avez vu l'intuition, qui était quand même assez naturelle, là, l'aveugle avec sa canne, il va contourner, etc. C'est une intuition, elle est complètement fausse. Alors, elle est vraie, et ça a été le théorème de Dovcroft et Wilfong, si jamais vous êtes dans un espace où il y a un petit peu de translation. Hein, mais voilà des contributions donc, mathématiques qui ont été faites à ce problème-là. Donc le problème, finalement, il est bien compris. Hein, on sent bien, c'est propre, c'est bien compris, c'est décidable, mais c'est très, très complexe. Alors, il y a eu un apport qu'il faut mentionner, c'est l'apport de la géométrie algorithmique, qui s'est intéressé à des cas particuliers. Alors, les cas particuliers, c'est polygones en translation parmi d'autres polygones, ou plusieurs polygones en translation parmi d'autres polygones, ou bien un polygone en translation et rotation. Alors, voilà, par exemple, des structures de données qu'on a été capable de calculer. Ici, vous avez un petit carré qui va essayer de rentrer là, dans cet obstacle-là. Il ne peut pas tourner sur place. Vous voyez, bon, quelle tête a son espace des configurations? Eh bien, on sait le calculer. On sait le calculer précisément. C'est fait de surfaces réglées et tout ça. C'est très bien, on sait faire. Magnifique, les algorithmes sont efficaces, ils sont un peu fragiles parce que on est si on considère des cas singuliers comme je les ai mentionnés tout à l'heure, ça va donner des fragilités sur la structure de données qu'on construit, mais en gros on sait assez bien les maîtriser. Et puis, algorithme efficace mais fragile, il y a eu des progrès considérables qui ont été faits en géométrie algorithmique. Maintenant, vous avez des bibliothèques qui sont disponibles pour traiter ce type de problème, qui font du calcul exact, hein, c'est-à-dire qui sauront rentrer précisément dans mon exemple de début, là, qui sauront rentrer précisément l'objet en raclant des deux côtés. Donc ça, il y a eu plusieurs projets européens dédiés à ça qui ont convergé vers une bibliothèque maintenant qui s'appelle la bibliothèque SIGAL et pour lequel l'INARIA, en particulier à Sophia Antipolis, a joué un très grand rôle à la fois dans son développement et dans sa valorisation. Alors bon, il va falloir, là pour l'instant, je n'ai pas sorti grand-chose comme résultat effectif. Alors ce qu'on va essayer de faire, c'est peut-être relaxer l'hypothèse fondamentale qui est l'espace physique est connu a priori. Si on le découvre, renoncer peut-être à la complétude avec une perspective locale. Alors ça sont des méthodes qui ont été mise en place, la méthode des potentiels, donc, que j'avais évoquée lors de ma leçon inaugurale, que je rappelle ici rapidement, donc introduite par Oussama Khatib, qui donnera un séminaire dans un des cours à venir au mois de mars. Vous avez un but à atteindre. Vous allez définir le but comme étant un potentiel attractif qui vous attire et les obstacles comme des potentiels répulsifs. Hein, ça va créer des champs de potentiel, donc les obstacles, le but attire et les obstacles repoussent. Eh bien, vous allez, partant d'un point de départ, vous laisser aller suivant le gradient, et puis vous voyez, vous atteignez le but à atteindre. Simplement, il y a des situations où si vous partez d'ailleurs, vous allez stagner dans un minimum local. Donc, bien sûr, il n'y a pas de complétude. Hein. Vous ne pouvez pas conclure que ce système-là va marcher. Alors, peut-être qu'il serait intéressant d'introduire des nouvelles formes de complétude. Par exemple, en disant on va reprendre ça, et puis quand on tombe dans un minimum local, on va faire un suivi de gradient ici, d'accord ? Voilà. Voilà, on est dans un minimum local, on échoue. Mais là, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va lancer des marches aléatoires. Puis on va revenir, hop, ça ne marche pas, hop, ça ne marche pas. On fait des marches aléatoires, puis jusqu'à un moment donné, bon, on sort, on continue, et puis vous voyez qu'on y arrive finalement.
Alors donc on fait des séquences de marche aléatoire suivies de gradients. Eh bien, ces méthodes-là sont à l'origine des méthodes probabilistes. Elles ont été introduites par Jérôme Barakan et Jean-Claude Latombe, ici présents, donc, vous voyez, dans des contributions donc, dans les années 90. Alors là, on ne peut plus dire qu'il y a de la complétude, mais on va pouvoir mettre de nouveaux modèles de complétude. Je suis en train d'introduire le séminaire de Jean-Claude Latombe, qui va parler justement des approches probabilistes. Alors, pour conclure rapidement, j'ai dit tuer le temps, un mouvement est un chemin. Le problème, c'est qu'un chemin n'est pas nécessairement l'image d'un mouvement admissible. Et ça, vous vous rappelez, la dernière fois, on en a parlé. Quand on a garé la voiture, justement, le système n'était pas holonome, quand le piano n'est pas holonome. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi. Bon, ça, c'est fait. On a garé les voitures la semaine dernière. Eh bien, dans le cours du 5 mars, on garera des remorques. Et on verra comment on fait. Mais on va réussir à s'en sortir. Et puis, je voudrais simplement conclure en disant que bon, ben, tout ça, c'est des belles mathématiques, mais si on le couple avec le séminaire de Jean-Claude Latombe, vous verrez qu'on va arriver, et il vous en montrera de nombreux exemples, à des méthodes extrêmement efficaces. Là où je veux insister, c'est qu'elles ont pu être mises en place grâce à toute cette histoire qu'il y a eu, je ne sais pas si Jean-Claude Latombe sera d'accord avec moi, mais tous ces efforts qu'il y a eu pour résoudre le problème, on sait ce qu'on fait quand on utilise maintenant les autres méthodes. Et donc ça peut avoir une valeur, mais au sens de la valeur marchande cette fois-là. Donc, ça sera lors du dernier cours que je présenterai sur l'innovation, c'est-à-dire comment est-on passé de ces théorèmes mathématiques au fait que Dassault Systèmes ou Siemens s'intéressent à ce type de technique là-dedans. Comment ça s'est passé? Comment c'est fait? On déroulera le processus d'innovation pour aller jusqu'à la vente de 1700 licences dans 150 clients et dans 25 pays qui occupent à peu près toute l'industrie automobile. Donc voilà, j'en ai conclu pour cette partie-là. Je veux simplement annoncer le cours de la semaine prochaine, où on verra des problèmes de manipulation et où le séminaire sera donné donc, par Vincent Hayward. Voilà, je vous remercie de votre attention.